au temps des synthèses de ces 3 ateliers. Alors merci déjà à l'ensemble des participants à ces ateliers, parce que j'ai fait le tour de tous et j'ai vu que c'était très animé, très dynamique, avec des formats complètement différents qui avaient d'ailleurs été choisis par les modérateurs, mais tous apparemment ont bien fonctionné, et ils vont nous en parler. Et on va démarrer avec l'atelier numéro 1, Urgence climatique et sanitaire dans les politiques et actions régionales, qui était donc animé par Johan Pamel, chef d'unité Air Climat Transition énergétique de la DREAL PACA. Vous avez la parole et vous avez 7 minutes. 5, ça descend encore là 7. Bon, bonjour à tous, merci d'être restés jusqu'à cette restitution. Hein. Il n'y a pas eu trop de fuites, donc merci à tous d'être là. Merci aux intervenants donc, de notre atelier ou table ronde et aux participants aussi qui s'étaient inscrits et qui ont vraiment participé. C'était vraiment sympa ces échanges. Alors, je voulais préciser, je vous coupe, mais ça sera décalqué de vos 7 minutes. Oui, non, parce qu'il y avait Philippe Rosselot, donc coordinateur du GREC Sud, Laetitia Marie, responsable du pôle action territoriale Atmo Sud, Olivier Bonifay, directeur territorial Bouches-du-Rhône, Alpes du Sud de GRDF, et Anne-Marie Pérez, directrice de Cap Énergie et déléguée région Sud de France Hydrogène, qui était avec vous. Voilà, excusez-moi. Tout à fait. C'est pas juste que ce soit décalqué quand même. Bref, je vais quand même être rapide. Donc l'idée des échanges de cet atelier, c'était de partir du constat. Donc on a eu Philippe Rosselot du GREC Sud qui nous a présenté un petit peu le diagnostic, donc que je pense qu'on partage tous aujourd'hui, avec des enjeux majeurs au niveau territorial, d'augmentation forte de température. Quels que soient les scénarios, les températures vont augmenter. Des répartitions de la pluviométrie qui vont changer aussi. Donc voilà, une nécessité à agir à la fois en termes d'atténuation, donc baisse des émissions de gaz à effet de serre, et d'adaptation, puisqu'on sait que de toute façon, il y aura un réchauffement. Donc il faut voir comment nos modes de vie et aussi nos infrastructures, on a parlé rapidement de la dilatation des rails ou des caténaires, enfin, voilà, comment les revêtements aussi qui peuvent chauffer, enfin, voir comment toutes les infrastructures vont résister à la fois aux hautes températures, aux épisodes de canicule, mais aussi aux catastrophes. Donc on a parlé d'éboulements, de submersion marine. Enfin, il y a vraiment des enjeux très forts qui vont impacter directement les transports, tant sur les infrastructures que sur les modes de déplacement. Donc c'est important de poser ça en diagnostic. Ensuite, Laetitia Marie d'Atmo Sud nous a exposé des données chiffrées. Donc vous avez eu la présentation d'Atmo Sud ce matin par Dominique Robin. Là, on est rentré un peu plus dans le détail de l'aspect transport, avec globalement une amélioration des émissions et de la pollution. La qualité de l'air s'améliore, à part pour l'ozone, mais globalement, on a des baisses très nettes en termes de qualité de l'air, qui ne sont pas suffisantes pour une préservation de la santé, mais qui sont quand même à la baisse. Donc c'est positif par rapport aux gaz à effet de serre, où on continue malheureusement d'augmenter. On a insisté aussi sur l'enjeu de la donnée. C'est-à-dire qu'Atmo Sud propose de la donnée gratuitement par sa mission de service public. Donc beaucoup de données qui sont disponibles gratuitement et beaucoup des besoins aussi. Quand vous êtes des producteurs de données, quand vous avez de la donnée, mais pareil, Dominique l'avait aussi évoqué ce matin en plénière, mais on a insisté dessus, c'est qu'Atmo Sud peut aussi assurer le suivi, l'évaluation des actions que vous mettez en œuvre. Donc pour vérifier qu'elles sont efficaces, pour les accélérer, les faire évoluer. Donc cet aspect données, suivi, évaluation est vraiment fondamental pour qu'on puisse avoir ou déclencher des actions qui soient les plus efficaces possibles. Ensuite, on a eu donc, malheureusement une absence de la ville de Nice, mais qui aurait pu nous présenter des exemples concrets qu'ils mettent en œuvre sur leur propre territoire. Et du coup, on est rentré dans le détail de 2 types de solutions. Donc, qui n'avait pas été évoqué ce matin, c'est la solution gaz, on va dire biogaz, parce qu'on a tous entendu aujourd'hui que le gaz c'est mal, le gaz carboné, on va dire, mais on a des solutions qui existent de gaz décarboné, donc de biogaz, qui est produit localement, qui est produit en plus à base en général de déchets. Donc on est rentré un peu dans le détail technique des différentes façons de produire du biogaz. Monsieur Bonifay a aussi insisté sur la disponibilité de cette technologie. Ce matin, on a eu quelque chose, je crois que notre intervenant est parti, mais quelque chose d'assez pessimiste sur la technologie ne nous sauvera pas, mais au niveau du gaz, enfin du biogaz, puisque les technologies gaz existent, les réseaux gaz existent, sont, donc on va dire, efficaces, et sont déjà payés, on a dit. Donc des réseaux performants, voilà, c'était ça le terme. Et il suffit, un peu comme l'électricité, on met de l'électricité renouvelable dans des réseaux d'électricité existants, on met du gaz renouvelable dans des réseaux de gaz, et ça permet d'avoir une mobilité décarbonée qui peut avoir pas mal d'avantages pour certains usages. Donc ça, c'était un mot d'ordre aussi important, c'est de dire que
chaque usage a sa solution. Il n'y a pas de solution miracle, on l'a bien compris, mais il faut un ensemble de solutions et le gaz renouvelable peut en être une. Mon temps passe, c'est ça? Donc, je suis large. Donc, je peux donner quelques chiffres. C'est qu'on a 12 000 projets, 1200 projets au niveau industrie, au niveau méthaniseur, au niveau national. Un petit peu moins en région parce qu'on a aussi moins de ressources. Mais ce qui était important comme chiffre qui a été donné, c'est que si on arrive à d'abord avoir la sobriété, donc baisser les consommations de gaz, on peut avoir à 2050 100% de gaz décarboné en France et produit localement. Donc ça, c'est quand même un point optimiste. On n'en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Mais en tout cas, si on arrive à d'abord baisser les consommations et maximiser les productions renouvelables, on peut avoir 100% de gaz renouvelable avec de nombreux usages, dont les transports. Et dans la région, donc on a parlé des 5 projets qui sont déjà existants en partant de déchets de stations d'épuration et des différents projets en cours. Et on a la plus grande de France aussi. On a discuté sur ça. Et le bio-GNV, ça peut être une solution pour la mobilité lourde avec une baisse de 80% des émissions de CO2 par rapport à du gaz naturel, on va dire. Enfin, on a eu une intervention un peu plus large, mais voilà, qui reprenait l'ensemble des technologies de Madame Pérez, qui représentait le pôle de compétitivité Cap Énergie, qui donc nous a expliqué quelles étaient les solutions, toutes les solutions qui étaient en train d'émerger au niveau technologique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il faut mobiliser toutes les énergies, il faut les décarboner au maximum, et il faut aussi décarboner les usages. Et on a aussi insisté, encore une fois, sur la sobriété. Le mot d'ordre que je peux retenir, c'est il faut agir. On a déjà les solutions. Il faut les utiliser, donc, en essayant de les évaluer pour ne pas faire n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de solutions qui sont sans regret, qu'on peut déjà enclencher maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre, il faut vraiment y aller, puisqu'on a une urgence. Donc 2030, c'est demain. Et chaque jour perdu, je crois que c'est l'ADEME dans sa présentation sur le scénario 2050, voilà, chaque jour compte. Chaque dixième ou centième de degré compte, donc il faut vraiment, vraiment agir. Accepter les incertitudes, je pense que c'est un message qui peut être important, que vous entendiez par rapport au discours de ce matin aussi. Il faut y aller, vraiment. Et je vais reprendre la citation, si vous me le permettez. Donc, je vais adapter, j'espère que je n'adapte pas la vôtre, qui partait de celle de Sénèque. Donc, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'agissons pas, c'est parce que nous n'agissons pas que c'est difficile. Donc, vraiment, ce mot d'ordre, c'était il faut y aller, il faut qu'on avance en utilisant toutes les solutions possibles, à commencer encore une fois par la sobriété, l'adaptation des usages. Par le comportement, on peut avoir des gains très importants, donc on a dit jusqu'à un quart des émissions, avec des coûts faibles ou nuls, voire des gains financiers. Donc pas négliger la sobriété des usages et après appliquer les solutions technologiques. Et ce qu'il faut, encore une fois, c'est qu'on baisse l'ensemble des consommations et d'agir sur tous les leviers. Et commençons par ce qui est accessible dès maintenant. Je vous remercie. Vous êtes au top, hein. Vous avez même 30 secondes encore, vous êtes au top. Merci beaucoup pour cette restitution. La restitution de l'atelier numéro 2, qui était sur la vulnérabilité et résilience du secteur des transports, qui était donc animé par Jean-Christophe Lédet, chef de la mission prospective de la région PACA. Et avec vous, il y avait Laurent Benevuti, délégué régional FNTV PACA, Michel Mattard, secrétaire général de TLF Méditerranée, Henri Ponce, vice-président de la métropole ex-Marseille-Provence, Marie-Elisabeth Lévesque, Luberon-Verdon Agglomération, DLVA, Sandrine Henry, déléguée régionale de l'ADEME sans doute, ou l'AVEM, Thibault Limon, expert en transition écologique et énergétique dans les transports, innovation et financement à la région Sud. C'est à vous, monsieur Lédet. Merci. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont activement participé à cet atelier. Il ressort que notre région a connu un enchaînement de crises ces dernières années absolument inédit. Que ce soit les tempêtes Amélie et Alex qui ont durement touché les Alpes-Maritimes, mais aussi la crise sanitaire Covid qui a nécessité au niveau des transports d'assurer la sécurité sanitaire des voyageurs, d'assurer le fonctionnement logistique de notre région. Qui a elle-même provoqué une crise économique assez importante. Et puis, le secteur des transports et de la logistique connaît, depuis la sortie du Covid, une vraie crise de recrutement, comme certains autres secteurs économiques dans notre pays.
pour des causes démographiques, mais aussi pour des causes post-Covid où les gens se sont réorientés en matière de mode de vie et ne reviennent pas vers ces métiers-là. Et enfin, dernier exemple tout récent, par exemple, la canicule que nous vivons ces derniers jours, qui impose des mesures d'exploitation sur les infrastructures pour ralentir les vitesses afin de limiter les dégradations, ou qui a des pics de pollution associés à cette canicule, qui eux aussi ont imposé dans le Vaucluse, par exemple, des restrictions de circulation. Donc face à ça, quelles sont les vulnérabilités qui pèsent sur notre système de transport? Il y a une première qui est une vulnérabilité économique par rapport au prix des transports qui évolue de manière importante en fonction de ces crises, les carburants, les coûts, la disponibilité des véhicules. Il y a l'augmentation du coût des assurances, il y a l'augmentation de la crise énergétique, et ça c'est un premier volet qui pèse assez lourdement sur les aspects transport. Ensuite, il y a la dépendance du système énergétique. Aujourd'hui, on a un système de transport qui est très lié aux énergies et que l'on ne maîtrise pas. 95% proviennent du pétrole, mais il y a eu des choix qui ont été faits vers l'électricité, où on peut avoir des problèmes d'approvisionnement de batteries, vers le gaz avec des fortes augmentations. Et ça, c'est un élément de vulnérabilité aux crises. Ensuite, il y a un facteur climatique, risque naturel, qui, compte tenu du réchauffement climatique en cours, font que l'on a une augmentation des phénomènes naturels extrêmes, des pluies, des inondations, des feux de forêt qui viennent couper les infrastructures. On a aussi la montée des eaux ou les températures extrêmes qui pèsent, et avec un phénomène d'aggravement dans notre région qui est lié à l'imperméabilisation des sols, qui augmente l'intensité de certains aléas. Enfin, on a une crise, on a des risques en matière sociaux. Donc, il y a les enjeux de recrutement sur les conducteurs de véhicules qu'on a vus, mais il y a aussi des enjeux d'acceptabilité au niveau des infrastructures ou au niveau des services. On voit qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir les infrastructures qui répondent aux besoins. Les gens veulent être livrés dans les 10 minutes avec les dark stores, mais ils ne veulent pas avoir le dark store au pied de leur immeuble, mais ils ne veulent pas avoir les camions qui passent sur la route devant chez eux qui alimentent les pôles logistiques. Donc c'est un vrai sujet. Et puis il y a l'évolution des comportements de mobilité qui peuvent rendre les systèmes plus vulnérables, notamment la perte par exemple des passagers dans les offres de transport public, qui est venue largement éroder les recettes et dégrader les comptes transport des collectivités, et qui du coup réinterroge sur les niveaux de service que l'on est en capacité d'assurer. Et puis enfin, deux derniers éléments, les infrastructures dans notre région qui sont l'objet d'un vieillissement, qui sont soumis à des coûts de construction, des coûts de matériaux qui augmentent. Et en lien avec ça, une crise industrielle qui fait peser des difficultés d'approvisionnement, soit pour les produits qui servent typiquement à construire les véhicules ou pour l'approvisionnement des véhicules. Aujourd'hui, sur certains véhicules, il y a plus de 18 mois de délai d'attente. Et donc, si vous êtes un transporteur, si vous êtes une autorité organisatrice, si vous êtes un particulier, sachez que vous en avez pour plus d'un an et demi à attendre avant d'avoir votre véhicule. Alors face à ça, quelles sont les actions à engager pour que le système de transport et notre territoire soient plus résilients? Il y a un premier enjeu qui tourne autour de la révision des modes de vie et des modes d'organisation. C'est celui qui est peut-être le moins entendable, mais c'est celui qui a probablement le plus fort potentiel, avec des actions pour réduire les déplacements inutiles, travailler à rapprocher les emplois des bassins de vie afin de diminuer les flux, et puis aller vers de la flexibilité aussi et de l'adaptation, sinon il y a des risques de renoncement.
Et donc typiquement aujourd'hui se pose un problème avec une ressource de transport qui est rare. Et pour autant, les horaires des écoles, des collèges, des lycées tombent tous en même temps, sans coordination, plutôt pendant l'heure de pointe pour les salariés. Et c'est un vrai sujet. Un deuxième enjeu qui est de revoir le système de transport et son système énergétique. Donc aller plus loin dans les transports alternatifs et dans les modes actifs comme levier de résilience, comme on l'a vu avec les pistes cyclables lors du Covid. Et puis mettre davantage autour de la table les énergéticiens, les acteurs du mode des transports, les collectivités. Et puis travailler au stockage et à la production d'énergie dans les territoires afin d'avoir plus d'indépendance et plus de résilience. Dernier point, se préparer aux crises à venir. Et pour cela, faire des diagnostics de vulnérabilité du territoire, avoir une approche prospective semble des éléments forts pour se préparer à ces crises. Travailler à l'organisation et à la gestion de ces crises en intégrant le facteur humain et en jouant sur les aspects de la formation, de la communication, de la coordination des différents acteurs et faire des exercices de gestion de crise. Enfin, avoir ce travail de communication. Pour conclure, il y a 4 niveaux de réponse possibles. Ça a été parfaitement bien synthétisé par Laurent Benvenuti. Le premier niveau, c'est se regrouper pour être plus fort et donc adhérer à des collectifs, que ce soit la FNTR ou la FNTV ou TLF pour les transporteurs, que ce soit le GART pour les autorités organisatrices de transport. Avoir plus de flexibilité, plus d'agilité dans les organisations, c'est un deuxième niveau de réponse à adopter. Intégrer la culture de la gestion du risque et enfin aborder avec courage le sujet du financement qui n'est pas infini. Merci beaucoup, Monsieur Ledet, pour cette restitution. Eh bien, on en vient à la synthèse de l'atelier numéro 3, vers une mobilité raisonnée, inciter au transport massifié et collectif et à la micro-mobilité en ville, avec comme donc modérateur Yann Servaux, chargé de projet transport collectif urbain et mode actif de la DREAL-PACA. Alors je rappelle qu'il y avait autour de vous Bernard May, PDG de Modalis, Axel Asturic, responsable communication et innovation de Transdev Sud, Olivier Jourdan de l'association Ramdam, Maxime Ducoulombier, fondateur de Synchronicity, et Jacques Arias, directeur d'Urbi Marseille. C'est à vous. Et bien sur l'atelier 3, il y avait vraiment 2 parties. Une partie plutôt sur le transport de voyageurs et une partie sur le transport de fret. Donc on a évoqué les freins qui font qu'on est dans une situation où on a encore des parts modales de la voiture individuelle ou du camion très élevées. On a commencé par le transport voyageurs. Donc la question était pourquoi la part modale de la voiture est-elle aussi élevée, particulièrement en PACA, où on est même déjà en France, on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante, mais en PACA encore bien plus. Alors, ce qui est ressorti un peu de l'atelier, c'est que c'était beaucoup un problème d'infrastructure, qu'il y avait un retard d'investissement quand même très net, au moins sur la métropole, mais en règle générale, on avait des infrastructures qui n'étaient pas suffisantes pour massifier vraiment le transport voyageur. C'est donc des infrastructures pour les transports en commun, mais aussi pour les vélos. Des investissements sont nécessaires, des investissements assez massifs. Sur la métropole, on a beaucoup de retard, mais la métropole nous a assuré que maintenant, c'était vraiment en train de changer, qu'on allait en voir les fruits. Voilà, que c'était quelque chose qu'on montait quand même en montant en régime dans la métropole Aix-Marseille-Provence, hein, donc on allait vraiment voir la différence. Sur les infrastructures, donc, il a été quand même signalé qu'il fallait éviter le saupoudrage. C'est-à-dire, plutôt que mettre plein de transports en commun avec des petites fréquences pour desservir tout le monde, si on veut massifier, il faut privilégier les transports domicile-travail sur des lignes où il y a du monde. Il existe des lignes de transport où c'est vraiment la capacité qui limite, la capacité est pleine. Enfin, je veux dire, on ne peut pas transporter tous les gens qui souhaiteraient, en particulier sur la métropole marseillaise. Hein. Et après, donc ça, les infrastructures, c'est une solution, évidemment, c'est du long terme, hein, mais encore plus long terme, il y a l'urbanisation qui sera à revoir. Relocaliser les commerces et les emplois plus près des bassins de vie. Donc, bon, évidemment, on le dit, mais ça ne se fera pas en un claquement de doigts, mais il faut le faire. Il faut que maintenant que toutes les décisions qu'on prenne, notamment au niveau des pouvoirs publics,
aille dans ce sens. Et ce n'est pas encore forcément le cas tout le temps. Et puis une troisième piste, qui est plus rapide à mettre en place, faire payer le prix réel aux automobilistes. Donc ça peut être facile, il suffit de mettre en place une taxe, mais ça a été essayé et ce n'est pas si facile en fait. Donc voilà, c'était les trois pistes principales. Vraiment, c'est les trois pistes qui sont sorties cet atelier pour le transport voyageur. Donc voilà, il n'y a rien d'immédiat et il n'y a rien de facile, mais il faut s'y mettre. Alors on s'y met bien sûr, les pouvoirs publics mettent les choses en place, mais c'est des choses qui sont longues, on ne voit pas forcément tout de suite les efforts qui sont consentis. Mais on finira par les voir. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Ensuite, on a parlé du fret. Alors, on a parlé en partie du fret ferroviaire. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en ce qui concerne le fret ferroviaire, c'est possible d'augmenter vraiment de beaucoup la part modale. En France, on est à 9% et on vise 18% en 2030. En Suisse, ils sont à 75%. En Autriche, ils sont peut-être autour de 60%, je ne me souviens plus bien du chiffre. Mais en tout cas, il y a vraiment des marges 40 ans. Bon, en tout cas, on a une marge de manœuvre énorme. On part de très loin. Là encore, ce qui semble pêcher, en tout cas, ce qui est ressorti comme un frein, c'est les infrastructures. On manque de hubs logistiques pour le fret ferroviaire. L'acceptabilité sociale n'est pas toujours évidente d'installer des hubs parce que ça entraîne forcément des transports, des trains, des camions. Donc, il faut trouver des terrains qu'il n'y a pas de riverains qui soient trop mécontents. Et ce n'est pas forcément si facile. En France, il y a très peu de hubs par rapport à des pays riverains. Donc, l'exemple de Duisbourg était cité où il y a plus de hubs ferroviaires autour de Duisbourg que dans toute la France. Il y a aussi un besoin important d'interlocuteurs uniques avec le millefeuille administratif. Ce n'est pas toujours évident, même quand il y a de l'argent privé, qu'il y a une vraie volonté. Ce n'est pas forcément évident de s'organiser avec toutes les collectivités qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. Ça prend énormément de temps de monter un hub logistique. Donc, c'est vraiment un problème administratif. Et puis, le constat, c'est quand même qu'il y a un sous-investissement depuis longtemps dans le rail qu'il faut rattraper. Donc là encore, c'est long, ça coûte très cher, mais on hérite d'un historique avec beaucoup de retard. Et il faut se mettre à niveau. Donc l'appareil, c'est en cours, on ne le voit pas encore, mais maintenant, il y a plus d'investissement dans le ferroviaire qu'auparavant. Et on devrait reprendre un peu on devrait pouvoir améliorer l'infrastructure, mais ça, c'est pas quelque chose qui se fera en un claquement de doigts. Et puis, en ce qui concerne la logistique, on a parlé également du fret urbain, alors avec les vélos cargo. Et là aussi, il y a un problème de logistique et on manque encore de plateformes de distribution. Mais c'est quelque chose qui se développe, puisque c'est une solution novatrice pour distribuer les colis en centre-ville. Mais il y a besoin à la fois de hubs pour distribuer, pour répartir les chargements, mais également de pistes cyclables qui sont pas suffisantes en tout cas, avec des itinéraires qui sont rapides, où vraiment on aille plus vite que les camions. Donc on va déjà plus vite que les camions actuellement, mais si on avait des pistes cyclables en ville, avec des axes forts, on pourrait vraiment augmenter cette solution. Et puisqu'environ, d'après l'intervenant, environ 30% du trafic en centre-ville est constitué de livreurs, on pourrait vraiment faire quelque chose pour désengorger les centres-villes. Et enfin, par rapport au fret, une des solutions, c'est une solution plus sociétale, c'est accepter une baisse de la vitesse d'acheminement. Parce qu'effectivement, on est de plus en plus habitué à être livré, à commander, à être livré très rapidement. Mais en fait, ça implique un transport par camion presque systématique, puisque on n'a pas le temps de mettre en place une chaîne logistique plus complexe. Et donc ça, c'est la responsabilité des consommateurs, mais éventuellement aussi des pouvoirs publics, peut-être de légiférer. Donc voilà les solutions, les freins et les solutions qu'on a pu dégager. Bien, merci beaucoup. Alors, un grand merci aux trois modérateurs qui quand même ont réussi la prouesse de résumer en 7 minutes 1h30 d'atelier. Donc vraiment bravo à eux, c'était pas évident à faire. Avant de passer la parole pour les conclusions, mais aussi les perspectives à Antoine Ségurel, le président de l'ORT-PACA, je voudrais remercier personnellement Nathalie Buru-du-Colombier, qui est ma consoeur, qui m'a aidé à concevoir cette animation, Johan Uri également, et sans oublier bien entendu les deux techniciens qui sont là-bas derrière à la régie. Merci beaucoup à vous et tous les participants. Vous pouvez même vous applaudir, vous tous. Bien, je cède la parole à Antoine Ségurel, donc le président de l'ORT-PACA, pour la clôture de cette belle journée.
Bien, merci beaucoup. Je vais être rapide parce que on vous a mis à l'épreuve et on vous a fait travailler. C'était un peu inédit. Bravo Johan pour cette initiative et merci parce que je pense que de ce que j'ai vu dans les différents ateliers, alors c'était pas des vrais groupes de travail, hein, mais en tout cas il y a eu beaucoup d'échanges et c'était visiblement assez riche et merci pour les restitutions. Donc il est de bon ton dans ce genre de conclusion de remercier les intervenants. Donc évidemment je remercie l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur prestation, mais en fait vous avez un peu tous été intervenants puisque à travers ces groupes de travail, voilà, donc je vous remercie évidemment toutes et tous pour votre présence et puis pour la richesse des échanges qui ont eu lieu dans ces ateliers d'après-midi. Je remercie évidemment Johan, l'organisation, vous l'avez fait, je ne reviens pas dessus. Merci également à la région et puis à l'Adréal, hein, qui sont les deux organismes sans lesquels évidemment l'ORT n'existerait pas. La richesse des échanges, le nombre de personnes présentes aujourd'hui, le nombre de personnes présentes à la fin de ce colloque, parce que souvent il y a du monde qui part en cours de journée et je trouve qu'aujourd'hui vous êtes particulièrement assidus jusqu'au bout, donc je pense que ça témoigne de l'intérêt du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Évidemment on n'a pas pu tout traiter parce que c'est des sujets tellement vastes que une ou même plusieurs journées complètes sur cette thématique ne suffiraient pas à les traiter, donc en tout cas nous continuerons à les instruire puisqu'évidemment ils sont éminemment importants comme on l'a évoqué ce matin en introduction dans le contexte qu'on vit actuellement. Vous retrouverez sur le site de l'ORT, parce que ça aussi c'est l'avantage des visios, c'est qu'on peut filmer ce qui se passe et ensuite diffuser les contenus sur le site de l'ORT. Donc on n'a pas pu filmer les ateliers, c'était trop compliqué. En revanche, le reste des interventions sera positionné sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir et revoir et partager évidemment tous nos échanges. D'ici l'été, alors on est déjà en été, hein, d'ici les vacances, on va le dire comme ça, nous avons encore 2 événements majeurs. Il y aura jeudi prochain un webinaire autour de l'observation de la mobilité sur les territoires avec un éclairage particulier sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Et puis nous allons sortir également le prochain journal de l'ORT au mois de juillet qui traitera lui aussi de ces thématiques. Comme je l'ai dit ce matin, l'année est ponctuée d'événements, l'année de l'ORT est ponctuée d'événements, donc nous aurons dans le 2e semestre des événements un peu de même nature, colloques, réunions d'experts et puis publications. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre et à participer parce que je le redis, cet observatoire a un sujet majeur qui est l'analyse, le traitement de la donnée, mais aussi, et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'ensemble du bureau, une volonté de travailler collectivement à ces sujets de la mobilité et on ne pourra les traiter que si on a des contributeurs et des gens qui souhaitent y travailler, s'impliquer, y réfléchir avec nous. Donc vraiment, n'hésitez pas, la porte de l'ORT vous est grande ouverte. Voilà, je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui le pourront la semaine prochaine pour ce webinaire sur l'observation des mobilités. Et puis pour les autres, je vous souhaite un très bel été et je vous dis vraisemblablement à la rentrée avec le plus grand des plaisirs. Merci à tous.